Bien, bonjour Maxime, bonjour à vous. Donc aujourd'hui, vous devez nous expliquer pourquoi il y a urgence en ce retour de vacances à voter le budget pour l'année 2025. Donc ce n'est pas le problème de la dette, mais bien la constitution du budget pour l'année 2025 pour payer tout le monde. D'abord, il faut dire une banalité, mais il faut la dire, c'est que pour que les fonctionnaires soient payés, pour que les retraites soient payées, et d'ailleurs, les fonctionnaires et les retraites, c'est le même sujet, puisque les retraites des fonctionnaires dépendent actuellement à hauteur de 56 milliards du budget de l'État. C'est le budget de l'État qui paye et qui lui-même fonctionne par emprunt à hauteur d'environ un tiers, même la moitié pour le dernier exercice, paye les retraites des fonctionnaires. Donc si vous voulez que les fonctionnaires soient payés et que les retraites soient payées, il faut qu'il y ait un budget. S'il n'y a pas de budget, vous ne pouvez pas payer. Donc ce serait une violation de la loi, de la violation de la Constitution. Donc le budget, il suit une procédure longue et complexe sur laquelle nous avons déjà pris du retard. La première partie, c'est ce qu'on appelle les lettres de cadrage. Les lettres de cadrage, c'est le Premier ministre, démissionnaire, mais en même temps président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, ce qui est totalement inconstitutionnel, qui envoie au ministre un plafond de dépenses. Alors, il faut signaler que Gabriel Attal a envoyé tardivement ces lettres de cadrage, mais dans lesquelles il n'a pris aucune décision. Il a repris pour 2025 la même dépense au franc le franc, c'est comme ça qu'on dit, ou à l'euro l'euro, qu'en 2024. Bon, je veux dire pourquoi ça n'est pas possible, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà pris du retard, puisque là, il n'a pris aucune décision, en fait, il a gelé le sujet. Bon, la deuxième échéance va venir vers le 20 septembre. Nous devons dire à nos partenaires européens quelle est notre trajectoire et quelles sont les mesures que nous prenons pour atteindre cette trajectoire. Cette trajectoire, je le rappelle, actuellement, c'est 2027, 2,7% du PIB en déficit, ce qui est un chiffre déjà énorme, puisque à Maastricht, vous vous souvenez, le 3% avait été décidé pour n'être jamais atteint. Et là, nous sommes à plus de 5%. Nous sommes à plus de 5%. Vous avez même des économistes qui attendent un dérapage encore entre 5 et 6, comme Marc Toiti. Bon, donc, on n'est pas du tout dans la ligne. Il faut donner quelques chiffres sans en abuser. Pour stabiliser l'endettement de la France et le ramener au-dessous de 3%, il faudrait annuler le déficit primaire. Le déficit primaire, c'est le déficit avant le paiement des intérêts. Le paiement des intérêts, c'est en gros 50 milliards, avec un risque d'atteindre 75 milliards en 2027, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale et de la recherche. Et pour atteindre cet objectif, il faut économiser 98 milliards. Ou il faut avoir des recettes équivalentes à 98 milliards. 98 milliards, ça fait en gros 30 milliards par an. Donc c'est une marche très haute. Il y a une possibilité de faire appel à une trajectoire plus douce, et d'ailleurs il y a des économistes qui le font en ce moment, qui est une trajectoire de 7 ans. Le pacte européen le permet, mais ça demande une décision du Conseil européen. Bon. Là, la marche diminue de hauteur, elle serait d'environ 20 milliards. Bon. Mais voyez que ce sont des marches qui sont quand même assez hautes, dans un contexte où la croissance française est annoncée par le FMI à 0,7%. Alors, le FMI, il est toujours un peu optimiste, 0,7%. Aujourd'hui, nous avons 3 indicateurs qui sont en panne. Vous suivez Marc Toiti. Nous avons l'indicateur du climat des affaires INSEE. Nous avons l'indicateur auprès des directeurs d'achat qui vient de Markit de Londres. Avec les indicateurs qu'on nous présente, je vois mal comment on peut avoir une croissance à 0,7. Mais admettons qu'on ait une croissance à 0,7. C'est pas beaucoup. On ne sera pas sauvé comme les Indiens par la cavalerie, vous voyez, avec la croissance. Et surtout, à l'heure où nous parlons, la France bat le record de défaillance d'entreprise, toute catégorie, depuis
quasiment 2009. Donc un très haut niveau de défaillance d'entreprise avec un véritable sinistre dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier. Crise immobilière, bon. Donc le contexte n'est pas bon. Le contexte n'est pas bon et la marche est très haute. Alors comment fait-on ? Alors justement, comment fait-on pour faire le budget 2025 puisqu'il ne peut pas être reconduit à l'identique ? Alors, merci de me poser la question. Si on y reviendra dans la procédure, parce que si le Parlement n'arrive pas à voter le budget que lui proposera le gouvernement, mais quel gouvernement, quel Premier ministre, nous sommes le 31 août, nous n'en savons rien. Il est toujours possible, la loi le permet, de reconduire les services votés. Et sans le dire, c'est ce que fait Gabriel Attal, c'est-à-dire il reconduit la dépense de 2024, mais ça nous amène tout droit à une crise financière, pour deux raisons. Et peut-être lentement, mais sûrement. La première raison, c'est que nos partenaires attendent de nous des mesures de redressement. Les agences de notation attendent de nous des mesures de redressement. Nos créanciers, actuellement, nous empruntons 285 milliards cette année, 9 000 euros par seconde, et les 2/3 des prêteurs sont étrangers. Ils attendent des mesures de redressement. Pour le moment, ils ont un peu augmenté les taux d'intérêt. Le spread, c'est l'écart avec l'Allemagne, il est à 70 points de base. Moi, je suis cet indicateur depuis 40 ans. Alors, au début de l'euro, c'était 15 points de base. Dans la grande crise financière de 2012, dite des dettes souveraines, c'était 123 points de base. Je parle de la France. On est descendu ensuite, plusieurs années, à 23 points de base. Avant la dissolution, on était à 40 points de base et hier, on était à 70 points de base. Donc, on est déjà dans une zone tendue. C'est pas encore une zone de crise financière, mais c'est une zone tendue. Donc, si vous dites, je reconduis le budget à l'identique, je ne prends pas les mesures qui m'amènent dans la trajectoire de redressement attendue par nos partenaires. On partage la même monnaie avec eux, donc ils ont le droit de nous demander des comptes. Vous allez avoir, et alors en plus si vous annulez la réforme des retraites, parce qu'il y a le budget, mais il y a aussi le bureau de l'Assemblée nationale est dominé actuellement par le nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce que les macronistes ont oublié d'aller voter. Alors c'est hallucinant, hein, on était dans les Jeux Olympiques, c'était youpi. Enfin, une partie des macronistes n'ont pas voté, et alors que Madame Braun-Pivet avait été élue, le bureau est passé au nouveau Front, enfin majorité nouveau Front populaire. Bon, là, s'il propose une loi d'abrogation des retraites, elle ne peut pas être votée constitutionnellement parlant si il ne propose pas des mesures compensatoires. Vous n'avez pas le droit constitutionnellement de voter, vous le savez, c'est un article de la Constitution, une loi qui diminue les recettes ou qui augmente les dépenses. Mais si le Front National ou le Rassemblement National la vote avec eux, là vous avez une majorité, et peuvent-ils bricoler avec le Rassemblement National une mesure ? C'est possible, mais à ce moment-là, nous serons immédiatement décotés par les agences de notation. Nous risquons d'être décotés en toute hypothèse au mois d'octobre par Standard & Poor's. Et je voudrais appeler votre attention, celle des auditeurs, sur quelque chose que j'ai expliqué il y a déjà plusieurs mois, qui est un peu technique. C'est que si nous passons de AA à A, c'est pas du tout la même chose que lorsque nous sommes passés de AA à AA-. Parce que AA, c'est désagréable, mais c'est la même zone de notation. Quand on change de zone et qu'on passe de AA à simple A, la régulation BAL 3, régulation bancaire, de régulation prudentielle, oblige les banques à constituer des fonds propres supplémentaires, et de manière significative. Et là, forcément, les taux d'intérêt augmentent puisque la rentabilité des banques diminue. Et le risque augmente significativement. C'est la situation de l'Espagne. Par parenthèse, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce ont redressé leurs finances publiques, alors que les nôtres se détériorent. Donc, je réponds un peu longuement à votre question, mais c'est pour montrer que Gabriel Attal n'a pris aucune décision. Bon. Il reconduit, et que le piège serait que, ne pouvant voter un budget,
on décide, ce qui suppose quand même un vote du Parlement, hein, mais on peut imaginer que ce vote, qui serait un vote d'immobilité, serait obtenu de reconduire les dépenses de 2024. Ce n'est pas une solution. Et c'est d'autant moins une solution que geler la dépense publique au franc le franc, ou l'euro, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, parce que la dépense publique, elle avance toujours. Elle avance parce qu'il y a de l'inflation, elle avance parce que ça fait, c'est comme une voiture, si vous voulez. Si vous êtes dans une pente, que vous coupez le moteur, la voiture continue à avancer. Alors à ce moment-là, le risque, c'est le shutdown, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que quand le Congrès n'a pas voté, alors aux États-Unis, c'est la dette. Hein. Si la dette est dépassée, on coupe tout et vous avez des fonctionnaires qui sont plus payés. Et dans cette hypothèse, on pourrait avoir un shutdown français en octobre ou en novembre 2025. Donc, ma conclusion, c'est qu'il faut voter un budget, il faut adopter un budget, et qu'il soit un budget de redressement. Alors là, nous arrivons au cœur de notre émission. Donc, nous avons bien compris l'urgence économique pour payer les fonctionnaires, les retraites et faire tourner le pays. Nous avons compris que le budget 2025 sera mécaniquement supérieur au budget 2024, puisque le coût de la vie augmente, rien que par l'inflation, mais aussi parce qu'il y a moins de croissance dans le pays, et aussi parce que le renouvellement des emprunts de la France se fait à des taux plus hauts aujourd'hui. Donc sans pilote dans l'avion, on ne pourra pas finir l'année 2025. On pourrait retrouver en France la situation qui est bien connue aux États-Unis, lorsque le budget n'a pas été voté, n'a pas été approuvé par le Congrès. Il y a un blocage des fonds de fonctionnement, donc les fonctionnaires ne sont pas payés, et pour anecdote, il y a même la nourriture dans les zoos qui n'est pas apportée. Donc ce que vous expliquez, c'est qu'il faut quelqu'un aux manettes pour constituer le budget et faire les réformes nécessaires. Il faut aussi essayer de ne pas décevoir nos partenaires européens, et attention aux agences de notation qui peuvent dégrader la note de la France. Parce que comme vous l'avez expliqué, si notre note est encore dégradée, on peut emprunter encore plus cher. Il y a plusieurs choses, c'est que, bon, je ne reviens pas sur le fait que l'Assemblée est ingouvernable, mais mettons que le président nomme ce soir, on entend parler beaucoup de M. Cazeneuve, le problème c'est que M. Cazeneuve, personne ne l'a contacté. Bon, enfin, mettons qu'il nomme M. Cazeneuve, M. Cazeneuve, enfin, ou M. X ou Mme Y, hein, propose un budget ou, comme le proposait hier Jean Pisani-Ferry, avec, à mon avis, une certaine pertinence, propose 1/3 d'augmentation d'impôts et 2/3 de réduction des dépenses. Alors déjà, quand je finis cette phrase, si je suis honnête, j'ajoute, je ne sais pas comment on réduit les dépenses sans réformer la France. Parce que le rabot de M. Le Maire, là, ça ne marche pas. Vous pouvez pas scier dans tous les sens. Non, il faut revoir la gouvernance de la France. Et dans ma chronique, et j'ai mis un message sur LinkedIn d'ailleurs, à la suite d'un post de M. David Lisnard, le président des maires de France, moi je crois qu'il faut un référendum sur la décentralisation, et que ce référendum ne soit pas préparé par M. Macron, qui est très impopulaire aujourd'hui, mais par des personnalités qui veulent changer la gouvernance. Mais c'est une parenthèse. Admettons que M. X, Mme Y soient nommés ce soir et proposent finalement de ramener notre déficit sur PIB à 4% du PIB, ce qui est la trajectoire européenne, avec 2/3 de réduction de dépenses, 1/3 d'augmentation d'impôts. Bon. Par parenthèse, j'ouvre des parenthèses dans la parenthèse. Il y a de très fortes pressions qui s'exercent actuellement pour désindexer les retraites et pour même supprimer l'abattement de 10% sur les retraites, puisque les retraités bénéficient, comme les salariés, d'un abattement de 10%. Ça fait 15-20 milliards tout de suite de rentrée. Donc, ça y est, c'est fini. On a trouvé les 20 milliards. Oui, sauf qu'on commet une injustice. Donc, le vote du budget va être très difficile. Alors, j'en viens... Vous pouvez me challenger encore sur le budget lui-même, sur son contenu possible, mais je ne suis pas Premier ministre. Si on revient à la procédure, vous avez 3 possibilités. Et là, c'est la loi, c'est la Constitution. La première possibilité, c'est on a du mal à voter le budget, mais on discute. Bon, au bout de
60 jours, je crois, le gouvernement a le droit de le faire appliquer par ordonnance. Je crois que Mme Borne l'a fait. Mais ça suppose que le budget ne soit pas rejeté par un vote de rejet. Et là, s'il est, les gros ennuis commencent. Et encore une fois, je vous refais la mathématique. Vous prenez, c'est vraiment de l'arithmétique cette affaire. Vous mettez la gauche plus le Rassemblement national, il est rejeté. Vous mettez la gauche sans le Rassemblement national, mais de l'autre côté sans les Républicains et sans le groupe Lyot, ou même sans les Républicains, et il est aussi rejeté. Or, le nouveau Front populaire nous a dit qu'il rejetterait tout dès lors que ce n'est pas la belle inconnue, Madame Castet, qui dirige la France. Bon. Je dis la belle inconnue, j'ai tort, puisqu'on a vu son visage avec un magnifique sourire tous les jours. Alors moi, sur le réseau LinkedIn, je l'avais le matin, à midi, le soir. Bon, là, s'il est rejeté, les emmerdements commencent. Vous avez deux solutions. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. La première, et je reviens au point précédent, les services votés. Vous dites, mesdames et messieurs les parlementaires, je vous en supplie, pour que les fonctionnaires soient payés, les retraites soient payées, reconduisez les services votés. À mon avis, ils les reconduisent. Enfin, à condition que Madame Panot ne soit pas de mauvaise humeur. Mais bon, s'ils les reconduisent, ouf, on peut dépenser. Oui, mais on peut dépenser en janvier, en février, en mars, mais les partenaires européens disent « Oh, mais la France, on vous a mis en déficit excessif. Alors là, maintenant, on vous met 3 milliards d'amendes parce que vous ne tenez pas compte du fait que vous êtes en déficit excessif. » Ah oui, mais on ne peut pas, puisqu'en fait, on n'a pas de majorité. Bon, eh oui, mais d'accord, mais les parlements européens, les partenaires européens, eux, ils s'en foutent. Hein. Tous les pays qui nous entourent, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ont redressé leurs finances publiques. Bon, donc, vous êtes dégradé par les agences de notation et vous voyez vos spreads de taux d'intérêt exploser. Oh, n'employons pas de grands mots, 100 points de base, 110 points de base. Ah, là, on se rapproche de la crise financière de 2012. Hein, on y est même quasiment. Bon. Et avec le renouvellement de la dette, on en a longuement parlé dans la maïotique, les charges financières augmentent. Vous avez vu, je crois que je vous ai passé le numéro du Point de cette semaine, qui présente des projections de charges financières à 75 milliards d'euros en 2027. 75 milliards d'euros, c'est beaucoup plus que le budget de l'éducation nationale qui est à 60 milliards. C'est l'éducation plus la recherche. Mais là, ce serait encore plus, parce que les taux d'intérêt pourraient monter, n'exagérons rien, ils pourraient monter à 4%. Vous voyez, bon. Donc là, ça ne serait pas 75, ça serait 80, 85. Et là, c'est une situation, en fait, quasiment de cessation de paiement. Où la Banque Centrale Européenne peut intervenir pour soutenir la dette française, mais à ce moment-là, vous rentrez dans ce que Jean-Claude Trichet, qui m'a nommé directeur de la Banque de France la première fois, appelle une fédération budgétaire par exception. C'est-à-dire que le budget de la France n'est plus fait par la France, mais il est fait par le Conseil européen avec un plan drastique. Bon, j'en arrive à l'autre solution, qui, elle, est une vraie solution, mais explosive politiquement, c'est l'article 16 de la Constitution. Alors, l'article 16, personnellement, j'ai eu des débats avec des professeurs éminents de Toulouse, et je vais un peu m'amuser en disant, ils me disent « Ah, mais tu n'y penses pas, l'article 16, non, mais ça a été fait, ça par le général de Gaulle pour la guerre d'Algérie, et donc... et ils me renvoient à la reconduction des services votés. Alors, ce sont des professeurs de droit, ce ne sont pas des économistes, et même ce ne sont pas forcément des grands Européens. Et je leur dis « Oui, mais attention, les services votés, là, ça ne marche plus. Les services votés, ça marcherait si nous étions dans une situation financière stable. Mais nous n'y sommes pas. » Alors, le scénario serait le suivant. Le budget a été rejeté. Bon, alors, on prend n'importe quel scénario. M. Cazeneuve a été nommé Premier ministre, ou M. Bayrou, ou M. Bertrand, ou qui vous voulez, ou même le gouverneur de la Banque de France. Là, c'est un gouvernement technique. Et le budget a été rejeté. Alors, je vais vous dire comment il a été rejeté. Le nouveau Front populaire a voté contre. Bon, il l'avait prévu, il l'avait annoncé plutôt, donc on n'a pas été déçus.
Le Rassemblement national s'est abstenu, mais comme il y avait des augmentations d'impôts, après je dirais quels impôts, et on reviendra sur nos thèmes, l'épargne, la protection de l'épargne et les impôts possibles. Les Républicains se sont abstenus aussi. Le groupe Elliott s'est à moitié abstenu, à moitié voté pour, et finalement il y a eu plus de voix de gauche que de voix de centre-droit. Donc il a été rejeté. Il est toujours possible de gagner du temps. Alors, il y a un mot qui a beaucoup été employé dans la presse cet été, c'est le mot procrastination. Il est même employé tous les jours, parce que on ne va pas trop parler du président de la République, mais il peut gagner du temps en disant « je demande au Parlement de voter, de reconduire les services votés ». Ça nous renvoie à tout le début de notre émission. Où il peut dire « écoutez, mes chers concitoyens, j'ai des devoirs. J'ai le devoir de faire en sorte que les fonctionnaires, les retraites soient payées à coup sûr. J'ai le devoir de tenir nos engagements internationaux vis-à-vis des partenaires européens. J'ai donc le devoir de remettre notre trajectoire dans une perspective de 4% du PIB l'année prochaine. Et donc, le budget, c'est moi qui vais le faire par ordonnance, comme la Constitution m'y autorise. Alors après, on peut dire, si vous voulez, quel budget. On peut essayer de dire après quel budget, d'imaginer. Pisani-Ferry, dans les Échos d'hier, nous en donne un peu la trame. Et il dit, nous sommes dans une situation d'urgence, nous devons tenir nos engagements internationaux. Comme chef de l'État, je dois veiller à la continuité de l'État, donc je prends l'article 16 de la Constitution. Alors l'article 16 de la Constitution, il a été écrit par 3 hommes. Le général de Gaulle, son directeur de cabinet Georges Pompidou, qui est un grand constitutionnaliste, et est élevé près d'ici, à 300 mètres d'ici, et Michel Debré. Or, ces 3 hommes savaient très bien que fondamentalement, la France était un pays instable, avec la passion de la division. Vous l'avez dans la guerre des Gaules de Jules César, la passion de la division. Bon. Et ils savaient que la 4e République, dont ils sortaient, était un régime où les gouvernements ne duraient pas. Donc, ils ont pris cet article, pas seulement pour la guerre d'Algérie, ils ont pris cet article parce que notre Constitution, en fait, elle est très solide. Elle est très grée. Elle permet au président de faire face à une situation d'urgence sans solution. Alors, est-ce que Macron le fera? Je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que, comme vous, vous l'aviez dans le Monde de ce week-end, vous l'aviez dans Le Point aussi, Macron est très impopulaire aujourd'hui. Et donc, s'il prenait l'article 16, vous auriez des millions de personnes qui défileraient en criant à la dictature. Est-ce qu'il aurait le cran de tenir? Je n'en sais rien. Et c'est là que vous avez une possibilité, c'est la démission du président de la République. Non pas sa destitution est impossible. Vous n'aurez jamais 2/3 de voix pour destituer le président. Mais par contre, il peut décider de démissionner. C'est pas complètement impossible. Donc, je ne sais pas s'il aurait le cran de faire l'article 16. Bon, à ce niveau, on sait très bien que Emmanuel Macron, c'est un joueur d'échecs. Il a déjà envisagé toutes les possibilités et il a consulté l'article 16 en début d'été. Par contre, en effet, le manque de pédagogie et d'explication peut mener à un conflit social. Alors je suis d'accord. Moi, ce qui m'a frappé cet été, j'ai été très en contact des milieux populaires, dans mon village de l'Aveyron, dans mes allers-retours aussi à Toulouse, dans le train. Bon, les gens ne se doutent de rien et les gens ne sont absolument pas informés de la situation économique, financière et même politique de la France. Parce que il faut avoir en tête les chiffres de la composition du Parlement. Alors, ils sont parus dans la presse, moi je les ai appris par cœur, mais ils ne se rendent pas compte de la difficulté dans laquelle nous sommes, ils ne connaissent pas la Constitution, et personne ne le leur explique. Personne. Macron est allé papouiller les athlètes, embrasser les athlètes, mais enfin, moi je ne pense pas que ce soit ça son rôle. Son rôle, c'est plutôt d'expliquer ça. Bon, et donc, personne... Alors, peut-être c'est l'intérêt de notre émission, c'est d'expliquer la procédure. Est-ce que sur la procédure, vous êtes au clair? Je pense que c'est clair. Oui, puis on répondra aux auditeurs comme on le fait toujours. Mais... Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous savez qu'on y répond. Bien, merci Maxime, merci à vous de nous avoir suivis.